Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire que l'on organise aujourd'hui avec notre adhérent Clean Sales. Atlampol Biothérapie donc propose ce webinaire sur le sujet du contrôle qualité dans les projets biotech. Donc bienvenue à tous. On va lancer ce webinaire. Je vous présente un petit peu le programme. Donc moi, je suis Vincent Moisan, je suis chargé de coordination et d'événementiel pour le pôle à Atlampol Biothérapie. Et donc, on est ravis de pouvoir vous présenter ce webinaire Atlampol Biothérapie sur le contrôle qualité. Au niveau du programme, nous avons du coup voilà, quelques informations pratiques qu'on va vous présenter. Une petite présentation également du pôle Atlampol Biothérapie et des prochains événements. Puis ensuite, je laisserai la parole à Marc Méchenin de Clean Sales qui pourra vous faire cette présentation sur le contrôle qualité, et qui est un facteur clé de succès pour les projets. Et on aura ensuite une session de questions-réponses vers 11h40, 11h45. Quelques informations pratiques. Donc, j'ai lancé l'enregistrement. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible par la suite sur la chaîne YouTube du pôle. J'en ai parlé, du coup, il y aura une session de questions-réponses. On vous invite, lors de la présentation effectuée par Marc, à poser vos questions directement sur l'outil conversation, sur le chat, et on pourra par la suite essayer enfin, lire vos questions et puis donner la parole à Marc et à CleanSales pour qu'ils puissent apporter des réponses à vos questions. Si jamais on n'a pas le temps ou si jamais des questions peuvent être un peu plus complexes, elles pourront être traitées après l'événement. Voilà, au niveau des informations, ce qu'on souhaiterait, c'est que vous puissiez couper votre micro lors de la présentation. On pourra le faire nous-mêmes aussi si jamais il y a des interférences. Et puis, dernier point, on a une enquête de satisfaction qui vous sera transmise à la suite de cet événement. Voilà, qu'on pourra vous transmettre aujourd'hui ou demain pour que vous puissiez apporter vos idées pour améliorer ce type d'événement. Rapidement, donc pour qu'on puisse présenter un petit peu Atlampol Biothérapie, nous sommes un pôle de compétitivité, hein, le pôle de compétitivité en santé qui est dans le Grand Ouest. On est labellisé pôle de compétitivité depuis 2005. Nous sommes présents sur 3 régions, en région Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Et donc, on a un réseau qui compte un peu plus de 200 membres. Notre objectif au sein du pôle, bien entendu, c'est de pouvoir accompagner et soutenir les porteurs de projets pour soutenir l'innovation dans la santé sur nos territoires et accompagner ces porteurs de projets, qui soient économiques ou académiques, dans le montage, la labellisation et le suivi des projets individuels, mais aussi collaboratifs. On aide aussi nos adhérents à essayer de se développer à l'international. On a des actions sur des salons qui sont à l'international pour pouvoir développer les structures membres de notre pôle et leur permettre de gagner en visibilité. On a des outils de veille, des outils de communication et aussi on a des événements qui permettent de mettre en relation nos adhérents dans le but justement de les faire travailler ensemble et pourquoi pas monter des projets collaboratifs. Euh, Sur cette slide, on voit aussi les 4 axes thématiques du pôle, donc biothérapie, bioproduction, pharma. On est aujourd'hui sur ce créneau, sur cet axe thématique pour ce webinaire dédié au contrôle qualité. Mais aussi, on a les axes technologie médicale innovante pour tout ce qui est medtech, numérique pour la santé, pour la e-santé, et puis prévention des maladies pour les questions liées à la nutrition notamment. Rapidement, on a pas mal d'événements dans l'année justement pour faire en sorte que les membres puissent se rencontrer, échanger, avoir des informations sur les actualités réglementaires ou sur ces axes thématiques. Le prochain grand événement du pôle, c'est la journée MedTech qui aura lieu le 31 mars.
Sur les autres axes, on aura une journée biotech et pharma qui aura lieu fin septembre ou début octobre. La date est en train d'être finalisée. Le 5 novembre, il y aura la troisième édition de la journée nutrition et microbiote pour l'axe 4 sur la prévention des maladies. Et puis on aura la journée numérique et santé à Orléans le 1er décembre. À noter aussi, bien entendu, des dates sur l'Assemblée générale du pôle. C'est la date du 30 juin. Donc ça, c'est tous les adhérents sont vraiment invités à venir à Nantes le 30 juin pour une Assemblée générale le matin et des rendez-vous en B2B l'après-midi. Donc notez bien cette date et suivez un petit peu les actualités sur notre agenda ou sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous inscrire à cette Assemblée générale et à ce rendez-vous B2B. On a aussi des événements en lien avec des partenaires et notamment l'AIS qui effectue son tour de France cette année et on a deux premières dates sur nos régions qui sont le 9 avril à Nantes et le 28 mai à Rennes. Donc pareil, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir plus d'informations sur ces événements et puis pour vous inscrire afin de suivre ces événements et de voir le réseau, de pouvoir rencontrer les membres du réseau. Dernière petite information sur nos prochains rendez-vous. Le webinaire d'aujourd'hui, on a trois autres webinaires à venir. Le 10 mars sur l'innovation et la santé des femmes avec Biotech Santé Bretagne. Un atelier en ligne aussi avec Images et Réseaux et Biotech Santé Bretagne qui va faire la part belle à cette émergence de projets dans la numérique et santé. Et puis, donc ça, c'est le 22 mars. Et le 2 avril, avec la Technopole d'Orléans, un webinaire sur le CIFRE Access, un levier stratégique pour innover. Donc, pareil, n'hésitez pas à consulter notre agenda et à vous inscrire à ces dates. Mais aujourd'hui, on va parler du coup du contrôle qualité. Donc, je vais passer la main à Marc Mechnin, qui est cofondateur et directeur scientifique de Clean Cells, donc adhérent du pôle. Clean Cells, donc Marc est l'un des cofondateurs de Clean Cells qui a été fondé en 2000. Marc, tu as un doctorat en biologie du cancer à l'INSERM et tu as du coup contribué à développer l'entreprise et à en faire une CRO reconnue au niveau international. Tu es aussi impliqué au sein de l'Animal Cell Technology Industrielle Plateforme. Tu as été nommé expert dans le cadre du grand défi bioproduction et puis aussi tu as un engagement fort au sein de France Biolide, notamment sur les journées JNBB qui nous intéressera le 4 juin prochain. Je te laisse la parole, je te laisse la main sur ton, pour ton PowerPoint et puis on pourra ensuite évoquer les questions-réponses. N'hésitez pas à renseigner les informations, les questions que vous voudrez poser à Marc et à l'équipe de Clean Cells dans l'onglet conversation. Voilà. Je te laisse la main, Marc. Merci Vincent, merci pour cette introduction et puis merci au pôle naturellement de nous permettre d'avoir ce petit webinaire. J'ai souhaité en effet pouvoir présenter quelque chose autour du contrôle qualité parce que après 25 ans d'activité au sein de Clean Cells, je me suis rendu compte que certains projets périclitaient parce qu'il y avait un manque d'anticipation sur notamment l'impact, le rôle, les coûts associés au contrôle qualité. Donc, c'est pour moi l'occasion, en effet, de présenter ce sujet-là. Alors, j'espère que ça va fonctionner correctement. Est-ce que vous voyez ma seconde slide? Oui. C'est bon, parfait. Donc, je commence en fait cette présentation déjà par vous donner quelques informations concernant Clean Cells, naturellement. Donc, Clean Cells, c'est comme je l'évoquais, plus de 25 ans maintenant d'existence. C'est près de 140 collaborateurs. On est situé à Montaigu, donc la région nantaise. À l'heure actuelle, on a près de 200 clients actifs par an. Quand je dis cela, ça va être des biotech, des CDMO, des industriels pharma, que ce soit dans le domaine de l'humain ou du vétérinaire. Donc, c'est assez large. Pourquoi c'est assez large et pourquoi on s'adresse à autant de typologies différentes? C'est tout simplement que les tests qu'on réalise permettent de répondre aux besoins de ces différents clients.
notre expérience, elle est internationale. Si, naturellement, si notre cœur de clients est la France, on a su développer vraiment à l'international et donc, comme l'évoquait tout à l'heure Vincent, d'avoir une reconnaissance internationale désormais. Alors, si on compte France plus Europe, c'est à peu près 80-90% de notre activité désormais et quelques activités aux US et en Asie. On a désormais 2 sites, l'un en France et puis plus récemment un site aux US. Là encore, c'est une volonté de justement pouvoir proposer nos services beaucoup plus largement. Chose importante dans le domaine pharma, c'est d'être certifié BPF pour la nomenclature française, donc GMP pour celle anglo-saxonne. Donc on est à la fois inspecté par notre autorité de tutelle qui est l'ANSM, qui nous a délivré notre certificat BPF. Et puis on a eu aussi l'occasion d'être inspecté par la FDA sur une thématique bien précise. CleanCells, comme je l'ai évoqué, est situé à Montaigu, dans un bâtiment tout neuf, puisque en fait on a pu rentrer dans ce bâtiment en 2023. C'est 2000 mètres carrés de labo, comprenant à la fois du BSL 1, BSL 2 et BSL 3. Donc, OK. Comme j'ai dit, on est créé depuis 2000, plus de 140 personnes. Ce qui est important dans notre activité, c'est aussi de pouvoir proposer de nouveaux essais à nos clients, d'où le fait qu'on ait une équipe, près de 15% de notre effectif dédié au développement analytique et à la validation de méthodes. C'est vraiment un point crucial quand on parle de BPF, quand on parle de contrôle qualité, d'être capable d'avoir des méthodes totalement validées. En 2025, CleanCells a réalisé plus de 8500 analyses. C'est très, très varié, on pourra y revenir le cas échéant. Et puis, chose aussi extrêmement importante, qui rythme la vie de CleanCells, c'est les audits de qualité. Donc, en fait, comme indiqué ici, on a près de 30 audits. Nos clients en BPF ont la nécessité réglementaire de venir nous auditer. Donc, c'est ce qu'ils font en nous rendant visite, en passant une journée et demie, selon les cas, pour s'assurer de la qualité des services rendus, de l'organisation. Voilà, je pense qu'on peut passer en effet désormais à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc les objectifs du contrôle qualité. Et en fait, j'ai catégorisé 2 niveaux, la sécurité du produit, d'une part, et l'efficacité du produit. Et on y reviendra dans un second temps au cours de cette présentation. Donc, bon, si on parle de sécurité virale et des objectifs de sécurité pour les médicaments, il est assez clair qu'en fait, on veut en premier lieu éviter les contaminations par des agents pathogènes des patients. Quand je parle d'agents pathogènes, ça va être aussi bien des virus que des bactéries. Et donc, en fait, l'objectif premier, c'est bien de garantir la sécurité des patients ou des futurs patients lorsqu'on est en train de travailler sur la mise au point d'un nouveau médicament. Cet objectif-là, il est naturellement partagé par tous, que ce soit les industriels, les CDMO, les autorités de santé, l'équipe médicale. On veut encore une fois être capable de soigner dans de bonnes conditions des patients et certainement pas d'introduire un contaminant chez ces personnes. C'est un objectif supplémentaire pour l'industriel de réussir le développement et d'obtenir une AMM. Il va de soi qu'il y a la partie sécuritaire, virale, mais il y a aussi le côté financier qui prendra sa part au cours du développement du projet. Ce qu'il faut considérer quand je parle de sécurité virale, c'est qu'on est forcément obligé de tenir compte de la nature biologique du médicament. Donc en fait, on va avoir à toutes les étapes du développement d'un médicament d'origine biologique à réaliser un certain nombre de tests, et ce, dans un cadre réglementaire assez défini en général. Donc, si tu peux passer, merci beaucoup. Donc, en fait, j'aime bien en fait resituer un petit peu les choses à travers cette notion de sécurité virale. En fait, d'une manière générale, et c'est la pensée commune, c'est qu'on va avoir 3 piliers pour assurer la sécurité virale.
d'abord une bonne connaissance des matières premières. Ensuite, tout au long de la réalisation ou de la progression de la fabrication du médicament, on va réaliser des tests. Et puis ensuite, on a aussi, le cas échéant, la clairance virale. Alors, si je redéfinis un petit peu mieux les choses, donc, première chose, quand on parle de matières premières, si possible, on va éviter d'introduire des matières d'origine animale ou humaine. Je vais penser au sérum de veau fœtal, à la trypsine. Tout cela, c'est des sources de contaminants viraux bah, d'origine porcine ou d'origine bovine. Donc, dans la mesure du possible, on va être comment dire, amené à tenter d'éviter d'utiliser ce type de matière première. Néanmoins, ça peut arriver qu'on n'ait pas beaucoup de choix, donc on va regarder cela de très près et ça participera clairement à notre analyse de risque dont je vais parler plus tard. Les tests, bah, comme je l'ai dit, on va avoir différentes étapes de production ou de la fabrication du médicament d'intérêt. Et en fait, on se doit, à chacune de ces étapes, de réaliser des tests. En fait, c'est la convergence finalement de tous ces tests qui nous permet d'assurer la sécurité et l'absence de contamination. On parle toujours de sensibilité d'une méthode. Donc, plus on va faire des tests, plus on aura l'occasion de mettre en évidence un contaminant qui peut-être à l'origine était en quantité très faible et donc en dessous du seuil de sensibilité de nos essais. Et puis, ben, je l'ai mis en vert un peu plus clair ici, c'est la clairance virale, donc c'est l'élimination. Dans la mesure du possible, on va avoir des étapes qui contribuent, le cas échéant, à éliminer des virus éventuellement présents. Donc ça, on va y revenir dans les diapositives suivantes. Mais en premier lieu, je voulais juste resituer un petit peu le contexte. J'ai dit que c'était très réglementé, et c'est le cas. En effet, on va avoir. Là, j'ai pris le parti de faire un focus sur la partie occidentale, donc avec la pharmacopée européenne, le DQM, mais aussi son pendant US avec la FDA, la pharmacopée US, qui définissent en fait un certain nombre de tests et ou de règles qui vont être applicables en fonction de la typologie du produit ou de l'étape de sa fabrication. On parle aussi des ICH et notamment de l'ICH Q5A qui a été révisé récemment. Donc ça aussi, ça contribue à bien définir finalement le cadre des tests qu'on va être amené à réaliser. J'ai volontairement laissé la partie Asie, mais on va retrouver la pharmacopée japonaise, la pharmacopée chinoise, la pharmacopée indienne, mais autant déjà faire un petit focus sur le côté occidental qui est déjà très plein, je dirais. Donc, si on commence à faire une analyse des tests à réaliser, on va faire ce qu'on appelle du management du risque, une analyse de risque. En fait, là encore, les ICH nous guident pour ce genre d'appréciation ou d'évaluation du risque. Et ici, en fait, j'ai volontairement souhaité, en premier lieu, d'orienter un peu plus sur le côté ATMP et en particulier thérapie cellulaire. D'où le fait que je cite ici des donneurs en autologue, en allogénique. Comme je l'ai évoqué précédemment, on va s'intéresser aux matières premières. Le procédé de fabrication aura forcément son importance, le produit final aussi. Et puis en fait, en tenant compte de tout cela, on va définir la politique de test qui va s'appliquer tout au long de la fabrication de notre produit d'intérêt. Donc, si je reviens justement sur la thématique autologue, ATMP, thérapie cellulaire. En fait, on va déjà considérer le risque pour le patient et le risque pour les opérateurs. S'il s'agit d'un donneur en mode autologue, quand je parle de donneur autologue, en fait, on va prélever chez le patient des cellules qu'on va stimuler in vitro et réinjecter chez ce même patient. C'est vraiment ce côté autologue, donc pour le soi.
quand on parle d'allogénique, en fait, on a un donneur sain euh, à partir duquel on va générer un certain nombre de médicaments qui pourront être utilisés chez des personnes, chez des patients, quels qu'ils soient. Donc, si je précise un petit peu ma pensée quand je parle de donneur autologue, en fait, on a typiquement, d'un point de vue ne serait-ce que décret en France, mais d'une manière générale aussi à l'international, on va s'intéresser à des virus tels que les virus du sida, les HTLV, les hépatites B et C, la syphilis et un certain nombre de virus de type comment dire, herpès, notamment CMV et EBV. Quand on parle de donneurs allogéniques, comme j'ai dit, ben, l'idée c'est bien d'aller beaucoup plus large, puisque le risque il augmente. Si je m'intéresse au cas de l'autologue, en fait, ben, je vais réinjecter chez le patient ses propres cellules, donc éventuellement s'ils étaient contaminés, il reçoit la même contamination. Donc, en fait, quand je teste les virus que j'ai cités, je veux aussi m'assurer du risque pour les manipulateurs. Quand je parle de donneurs allogéniques, en fait, là, on est plus large et on rentre totalement dans le cadre de l'utilisation de banques de cellules pour la production de vaccins, tel que défini notamment dans la pharmacopée européenne, chapitre 5.2.3. On aura de l'identité, de la stabilité, de la pureté et de la sécurité qui inclut la détection de contaminants. Mais quoi qu'il arrive, si j'ai fait le focus ici sur un certain nombre de virus, il en demeure pas moins que le test de stérilité, le test de recherche de mycoplasmes, qui sont des bactéries bien particulières, seront à réaliser quoi qu'il arrive. Si tu peux passer, voilà, à la diapo suivante. En fait, cette diapo, en fait, c'est juste un extrait de la pharmacopée européenne 5.2.3, donc les substrats cellulaires pour un usage de production dans le cadre de l'humain. Vous retrouvez en fait un certain nombre on va dire, d'éléments à considérer dans la caractérisation ou la sécurisation, plus exactement, des banques de cellules. Donc, on est vraiment ici dans le cas de la thérapie cellulaire sur de l'allogénique, mais ça s'applique finalement aussi bien à la thérapie génique que à la production de protéines recombinantes utilisant des cellules. Donc, en fait, c'est aussi l'intérêt de ce tableau, c'est que on tape beaucoup plus large et ça définit vraiment les règles qui s'appliquent. Donc, bah, vous retrouvez ici un certain nombre de choses. Je vais volontairement faire le focus sur les banques de cellules primaires. Donc, on parle en général de master cell bank. Donc, c'est vraiment la matière première qui permettra ensuite au projet d'avancer sereinement. Donc, il est vraiment extrêmement intéressant et nécessaire, je dirais, de bien caractériser ce starting material qui est vraiment la base de tout. Donc, vous retrouvez ici un certain nombre de thématiques, hein, que ce soit sur l'identité, avec s'assurer que la lignée, c'est bien celle qu'on souhaite. Ça passe aussi par le karyotype, quand on veut s'assurer que les cellules restent normales. Mais ensuite, comme indiqué sur la partie agent étranger, vous retrouvez un certain nombre de tests. Quand on parle de contamination bactérienne et fongique, on réalise un test de stérilité. On a des tests concernant les mycobactéries, les mycoplasmes dont j'ai parlé. Et puis, en fait, pour adresser la partie virale, en fait, on a un grand nombre d'essais, que ce soit la microscopie électronique, des essais sur des cellules permissives, des essais sur des modèles animaux, plus des tests notamment de type biologie moléculaire, tout d'abord PCR, mais de plus en plus aussi la partie séquençage haut débit prend de l'importance dans la caractérisation de ces cellules. Si tu peux passer à la page suivante. Je voulais juste vous donner justement un exemple de morphologie, de karyotype, typiquement sur des cellules HEK. HEK étant un modèle très classique pour la thérapie génique, par exemple, la production d'AAV, voire de l'antivirus. En fait, on se doit de s'assurer que c'est bien la lignée d'intérêt,
qu'elle est toujours la même, qu'elle ne dérive pas au cours du temps. Donc, en fait, on va réaliser un certain nombre de tests. On regarde la morphologie, on va regarder l'empreinte génétique, donc avec des marqueurs bien spécifiques. Et puis, on regarde le karyotype, donc, qui est aussi, je dirais, un élément de cartographie de la cellule et de son évolution. Si tu peux passer à la page suivante. Si je reviens ensuite, si vous vous rappelez, j'ai défini un certain nombre de sujets. Donc, les matières premières, on va, autant que faire se peut, en tout cas pour les phases de production, utiliser des réactifs de grade BPF ou clinique. Donc, et pour limiter les risques de contamination, bah, on va chercher du matériel qui est stérile, qui est gamma irradié, donc qui va permettre l'élimination, le cas échéant, ou en tout cas l'inactivation de virus qui seraient potentiellement présents. On va aussi aller chercher des solutions dans des modèles recombinants. Je pense notamment à de la trypsine. Désormais, on est capable d'avoir de la trypsine recombinante, donc qui ne correspond pas à du matériel d'origine porcine. Sur le gamma irradié, c'est juste pour resituer, typiquement, le sérum de veau fœtal peut être contaminé par des virus bovins. Si on utilise une gamma irradiation, on va pouvoir éradiquer ces virus éventuellement présents. Donc, c'est encore une fois extrêmement important de bien caractériser les matières premières. Et donc, autant que faire se peut, d'aller chercher des réactifs bien caractérisés. Toutefois, il s'avère que parfois l'utilisation de réactifs R&D est inévitable parce qu'on n'a pas l'équivalence, ou en tout cas des réactifs équivalents de grade BPF. Ça arrive. Et donc, en fait, quand on est dans cette situation, il va falloir réaliser des tests appropriés pour justement s'assurer que sur ces réactifs R&D, dits R&D, on n'a pas de soucis majeurs. Donc, en fait, là encore, il y a un certain nombre de lignes directrices que j'ai indiquées sur cette slide qui vont nous aider à définir les tests à réaliser et jusqu'où on va dans la caractérisation de ces différents produits. Donc, bah, je l'ai cité justement, si j'aime bien faire ce focus sur les lots de sérum et trypsine. On recherche des virus bovins et porcins. En termes de tests, on va réaliser des tests sur des cellules permissives. On recherche à la fois des effets cytopathiques, hématsorbants ou hémagglutinants. En gros, pour vous donner clairement une idée de ce qu'est un test sur cellules permissives, c'est vous avez des cellules et quand on parle de cellules permissives, elles ont la capacité à être infectées par les virus, à permettre leur prolifération. Et en fait, ça se traduit d'une manière générale par la mort des cellules ou des changements morphologiques. Et c'est ces effets-là qu'on va aller rechercher. Parallèlement, on pourra y rajouter des tests utilisant des globules rouges, que ce soit des tests hématsorbants ou hémagglutinants, afin de caractériser vraiment l'absence de contaminants. Et puis, bah, vous avez concrètement aussi des tests spécifiques à réaliser. Donc là, moi, je vais pouvoir utiliser notamment nos approches PCR pour pouvoir regarder, ou en tout cas confirmer l'absence des virus tels qu'ils sont définis ici, comme le bovine viral diarrhea virus, le réovirus, la rage et autres. Pour autant, encore une fois, on a toujours cette notion de sensibilité des essais et donc, comme je l'ai indiqué précédemment, on essaye d'avoir une irradiation autant que faire se peut des différents réactifs. On va aussi, et c'est important pour se remémorer les risques de TSE, d'encéphalite spongiforme transmissible. Donc, on va aller chercher aussi du sérum qui provient des US et de l'Australie. Après, bah, encore une fois, j'ai déjà indiqué, quand on peut, on va complètement éliminer les sources d'origine bovine ou porcine ou animale, quelle qu'elle soit, et utiliser des milieux, notamment sans sérum, de la trypsine recombinante. La page suivante, s'il te plaît. Le procédé, en fait,
Je continue finalement de parcourir les différents points que j'avais énumérés au départ. Donc en fait, le procédé peut engendrer une surexpression d'un contaminant. Ça peut être un risque de contamination par l'opérateur ou l'environnement aussi quand on est dans un système ouvert. Si on est dans un labo et qu'on manipule plusieurs types cellulaires issus de patients différents, ça peut être aussi un risque. Il ne faut pas minimiser ces différentes étapes-là. Si on utilise des antibiotiques, on peut aussi masquer une contamination par des bactéries et donc c'est aussi un risque supplémentaire. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici, retirer l'antibiotique du procédé dès que possible, c'est un élément clé aussi de réussite. On ne va pas traîner finalement un contaminant pendant plusieurs semaines et entraîner des coûts importants parce qu'à un moment ou à un autre, on se rendra compte qu'il y avait un souci. Et si je parle ici de retirer l'antibiotique, ça veut dire naturellement qu'on va utiliser un environnement contrôlé. Donc, classiquement, c'est un classe A dans B en termes d'environnement ou un isolateur si c'est applicable. Encore une fois, il y a des problématiques d'accès à ce type de structure, donc il faut regarder ça d'un peu plus près. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur le procédé, dans les 3 piliers, il y avait la capacité à éliminer la clairance virale. Donc, en fait, là encore, on a un certain nombre de lignes directrices qui vont accompagner notre cheminement et on va s'intéresser finalement à la capacité du procédé à soit inactiver, soit éliminer un contaminant viral. C'est notamment le cas dans la production de protéines recombinantes. Vous avez des étapes qui utilisent des bases, des acides, des ultrafiltrations, de la chromatographie en général. Toutes ces étapes-là, en fait, peuvent contribuer à inactiver ou tuer un virus donné. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Naturellement, quand on parle de filtration, il faut que, par exemple, si je parle de virus, un virus d'intérêt, si je le filtre, faut encore que je puisse le récupérer ensuite. Donc là encore, il va falloir réfléchir à la nature même du produit et dans quelle mesure telle ou telle étape peuvent s'appliquer. Donc là encore, avec des virus modèles, si tu peux aller sur la page suivante, je pense que voilà. Je revenais justement sur les objectifs. On les élimine ou on les inactive. Et en fait, on va avoir des virus modèles pertinents pardon, qui vont nous permettre de réaliser ces étapes. Ce qui est important aussi à considérer quand on parle de procédés d'inactivation, c'est d'avoir des méthodes d'action ou des modes d'action différents de telle sorte que tel virus qui pourrait passer entre guillemets à travers une méthode sera éliminé par une autre. Donc, et en plus, on a ce côté finalement amplifié. Si 2 méthodes sont efficaces, on réduit encore plus finalement le risque de contamination par un virus éventuellement présent. Page suivante. Oui, je me suis beaucoup intéressé là dans cette première partie de présentation euh, au côté virus, bactéries. Il en demeure pas moins qu'on aura aussi à s'intéresser à des impuretés qui seraient liées au process lui-même de fabrication. Là encore, si j'en pense à la production de protéines, en particulier anticorps monoclonaux, à la production de vecteurs de thérapie génique, par exemple, j'utilise un modèle cellulaire comme machinerie, comme usine de production. Donc là encore, il va falloir s'assurer que les étapes de purification de mon produit d'intérêt me permettent d'éliminer un certain nombre de choses, d'impuretés qui seraient issues de la cellule qui a permis la production. Donc on pense aux protéines résiduelles qui peuvent être immunogènes, qui peuvent avoir une activité métabolique, qui peuvent avoir un impact sur la stabilité même du produit. Je pense par exemple si je produis une protéine mais qu'il me reste des protéases dans mon milieu,
je risque d'avoir au cours du temps une perte de quantité ou de qualité de mon produit. De la même façon, là, je viens d'évoquer le cas des protéines. Il en est de même sur l'ADN, tout simplement parce qu'on va considérer que on produit d'une manière générale sur des cellules établies, sur des lignées cancéreuses. Donc, en fait, on ne veut surtout pas emmener des séquences d'ADN codant pour comment dire, des transformations cancérigènes. Donc là encore, la réglementation euh, nous impose, si je puis dire, d'aller regarder d'un peu plus près les quantités d'ADN résiduelles euh, qui resteraient finalement dans notre produit. Sur d'autres aspects tels que les antibiotiques résiduels, BSA résiduels, il faudra aussi avoir des tests adaptés. Donc voilà, on va à travers tout ça être amené à réaliser un certain nombre de tests. Euh, on va aussi se regarder l'impureté produit. Donc là, j'ai parlé d'impureté process. On a aussi la notion d'impureté produit, tout simplement parce qu'on n'est pas sûr, finalement, quand on produit, d'avoir que le produit d'intérêt. On peut avoir des produits connexes. Ici, j'ai volontairement parlé de thérapie cellulaire avec les CAR T-cells. Quand on travaille in vitro, bah, on ne va pas avoir 100% de cellules modifiées. Donc, il faudra faire la part des choses entre les cellules qui ont réellement eu la modification souhaitée et les autres, et établir le ratio. De la même façon, quand on parle de thérapie génique, on a quelque chose qui est très classiquement regardé, c'est le rapport entre le nombre de particules pleines, donc qui ont la séquence d'intérêt dans le capside, et les particules vides, donc qui ne sont pas intéressantes. Et encore une fois, il va falloir regarder ça d'un peu plus près. Si on parle ici de protéines recombinantes, c'est de la même façon. On va regarder le nombre de copies de génome qui ont réellement été intégrées dans le génome des cellules et donc qui vont permettre la production de cette fameuse protéine. Encore une fois, des tests pour bien caractériser ces coproduits et s'assurer finalement de la qualité de notre produit d'intérêt. Euh, J'ai parlé donc de biosafety ou de sécurité virale. J'ai parlé d'impureté liée au process. Maintenant, et c'est de plus en plus plus le cas, pardon, c'est vraiment une attente réglementaire de bien s'assurer de la fonctionnalité du produit qui sera injecté chez un patient. Qu'il soit safe d'un côté, mais qu'il soit inefficace de l'autre, ça ne sert à rien. Donc, on va devoir réaliser des tests de potency essai, de fonctionnalité. La diapo suivante, ouais, super. Donc, en fait, je vous parle de tests de fonctionnalité, mais c'est quoi? En fait, on veut réaliser un essai ou une analyse qui permet de s'assurer que le produit remplira sa fonction. Donc en fait, d'une manière générale, ils correspondent à des tests basés sur les mécanismes d'action et on va rechercher soit des effets directs ou indirects de notre produit d'intérêt. J'ai cité ici quelques exemples, ça peut être de l'expression génique, euh, l'expression d'ARN messager, l'expression protéique de marqueurs, de l'activité métabolique. Bon, pour peut-être clarifier un petit peu tout cela, c'est par exemple, je prends un vecteur de thérapie génique. Ce qui va m'intéresser, c'est que d'une part, il soit capable de rentrer dans sa cible, mais ensuite qu'il ait sa fonction et qu'il soit capable d'exprimer le gène d'intérêt. Donc en fait, je vais essayer de mimer cela in vitro pour m'assurer de la qualité du produit. Et ce sera forcément extrêmement intéressant pour nous parce que encore une fois, on va pouvoir établir de la comparabilité entre différents lots de production et donc aussi mieux évaluer, et je pense aux phases d'essai cliniques, la qualité du produit. Et donc, si jamais
ça fonctionne bien, on sait pourquoi, et de la même façon, si ça ne fonctionne pas, on sait pourquoi. C'est vraiment tout l'intérêt des potency essais, c'est finalement d'avoir une très très bonne caractérisation du candidat médicament et par la suite une comparabilité inter-lot de production. Sur la diapo suivante, je continue donc avec ces tests de fonctionnalité. Donc j'ai donné quelques exemples de typologie. Ça fait appel en fait à des techniques variées, hein. Ça peut être de la biologie moléculaire en allant rechercher justement des séquences d'ADN, d'ARN. Ça peut être l'expression protéique à travers du Western blot. Toujours en expression protéique, par exemple, si on parle de thérapie cellulaire, qu'on a inactivé, qu'on a pardon, activé des cellules afin qu'elles expriment certains marqueurs à leur surface, on va pouvoir aller les étudier d'un peu plus près en cytométrie en flux. Et puis après, on a des tests aussi de type bioessai et j'en ai donné une petite définition très rapide. C'est quand on parle de bioessai, c'est des tests qui impliquent des cellules pour déterminer ou mesurer l'effet biologique d'une substance donnée. À titre d'exemple, on a la capacité de lyse, une protéine recombinante, un anticorps. On va aller regarder sa capacité à induire de la lyse cellulaire sur la cellule cible. On parle d'ADCC, Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. C'est vraiment des éléments clés de caractérisation. Et puis, j'ai donné déjà l'exemple, la capacité d'infection et d'expression d'un gène ou d'une cytokine qu'on va par exemple retrouver en thérapie génique. Donc encore une fois, les tests de fonctionnalité sont des éléments clés dont les spécifications seront à déterminer. Et ça, ce sera aussi un gros travail, déterminer, définir des spécifications. Faut être très attentif à ce point-là. Ça permettra naturellement la comparaison entre lots, je l'ai déjà dit, et puis on va aussi pouvoir établir la stabilité liée au stockage, parce que c'est aussi important de se dire que dans le temps, notre produit ne va pas se dégrader et gardera son efficacité. Donc là encore, il y a dans les requis réglementaires classiques, on aura les études de stabilité. On peut passer à la suivante. Donc, on a en fait des requis et notamment de réaliser un plan de contrôle qualité complet qui sera naturellement crucial pour le plan de développement. Donc, quand je parle de plan de contrôle complet, en fait, je pense à toutes les étapes de fabrication, de purification d'un produit. Donc, ça passe naturellement par les banques cellulaires, comme je l'ai évoqué au tout début de cette présentation, mais ça va passer aussi par des intermédiaires de production et puis la substance active, donc le produit final d'intérêt. Donc, on va avoir des contrôles de sécurité virale et de caractérisation qui sont, comme je l'ai évoqué déjà, cruciaux pour le développement du médicament. Chose importante, et là encore, je voulais insister aujourd'hui sur ce sujet, c'est le coût. En fait, il faut bien garder en tête que le contrôle qualité, ça a un coût. C'est un coût financier, d'une part, puisqu'on va devoir réaliser un certain nombre de tests, mais ça a aussi un coût en termes d'utilisation de matériel. Donc, il faut aussi avoir cela en tête, c'est que quand on va faire une production, il y a une partie qui partira justement pour le contrôle qualité. Et puis, si on parle finalement de tests à réaliser, il faut aussi considérer qu'il y aura des délais pour la réalisation de ces contrôles et obtenir les certificats d'analyse qui nous permettront d'avancer dans notre projet. Encore une fois, hein, et c'est le leitmotiv, c'est ici, ce qu'on veut, c'est de garantir la sécurité et l'efficacité du traitement pour les patients. Tout cela, de toute façon, contribuera à assurer la pérennité du projet. Encore une fois, si j'ai bien caractérisé mon starting matériel, donc ma master cell bank, qui sera utilisé tout au long du projet, voilà, c'est une première étape qui est sécurisée, donc c'est forcément important. Et quand on est au stade finalement un peu précoce, on va aller chercher aussi des financiers pour nous accompagner. Donc il va être nécessaire finalement de les de les convaincre d'aller plus loin, de mettre, si je puis dire, de l'argent en pot. Et
finalement, quand on a bien cadré les choses d'un point de vue contrôle qualité, qu'on sait où on va, ça permet aussi d'autant plus de valoriser le projet. Euh, donc ça, c'est de la partie peut-être un peu plus financière, mais moi, j'aime bien revenir aussi sur l'interprétation des essais cliniques. En fait, ce qui est, encore une fois, moi, je trouverais dramatique finalement qu'un essai clinique ne soit pas concluant, ou à défaut même qui nous donne une conclusion négative sur un produit, juste parce que, en fait, les effets observés sont dus à une contamination, à des impuretés, ou que le produit qu'on a injecté soit pas le bon, tout simplement, ou qu'on ne joue pas sur les bonnes doses. Donc l'efficacité, finalement, elle ne serait pas là, justement parce que on n'a pas su suffisamment bien caractériser les choses. Donc c'est vraiment tout cela qui m'importe. Et encore une fois, j'insiste sur le côté, on est en particulier ici dans la thérapie innovante, rater quelque chose je dirais, génial, parce que on n'a pas bien caractérisé, parce que ce lot-là était mal produit, il n'était pas fonctionnel, et donc en fait, chez le patient, ça n'a rien donné. Ce serait vraiment très très dommage pour tout le monde. Page suivante. Donc en conclusion, moi je vous invite à réaliser des tests très tôt pour sécuriser le projet. Et on n'a pas forcément besoin de réaliser des tests très coûteux GMP. On peut tout à fait, dans des phases très précoces, faire des premiers essais, histoire de déjà sécuriser un petit peu les choses. Il ne faut surtout pas sous-estimer les volumes nécessaires au test, ni les coûts associés, malgré tout. Quand bien même ce ne soit pas du BPF, il en demeure pas moins qu'on aura besoin à la fois de matériel et puis il y aura un coût associé. Et puis, si on veut avancer sereinement aussi dans le projet, j'ai parlé de beaucoup de tests. Chacun de ces tests doit être validé. Donc, et notamment, je pense aux tests de fonctionnalité. Et ça, ce sera un élément clé dans les phases finales pour libérer le produit pharmaceutique, parce que ça, ce sera un requis avant toute injection chez un patient. Je pense que j'en ai terminé. C'était assez chargé, mais je voulais essayer de couvrir assez large finalement en termes de contrôle qualité. Donc j'ai été un peu rapide. J'ai abordé beaucoup de sujets. Donc naturellement, on va dire que on reste ouvert aux questions. Et donc voilà, je laisse la main à nouveau à Vincent pour cette partie-là. Oui, merci beaucoup, Marc. C'était très très bien, très clair. Alors, je j'ai pas vu de questions là sur le chat. J'espère qu'il n'y a pas de problématique technique pour que vous puissiez le faire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les intégrer dans le chat. J'ai remis la slide sur les messages clés hein, que tu souhaitais mettre en avant, Marc, sur ces tests. Merci Mina pour votre commentaire. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. On a encore un peu de temps sur le programme qu'on avait imaginé avec Marc et ses équipes. Je vois que Thomas est en train d'écrire. Donc tes messages clés, hein, bien réaliser les tests tôt, ne pas sous-estimer les volumes nécessaires aux tests ni les coûts et anticiper le besoin de validation. Je ne sais pas si je peux peut-être te poser une question. Est-ce que dans ces tests, il y a une stratégie unique peut-être, Marc, ou c'est assez variable? En fait, alors, la réponse, elle est un peu double. C'est qu'en fait, il y a des sujets qui sont tout à fait communs à un grand nombre de produits biologiques. C'est pour ça que j'évoquais le fait que ça puisse finalement, chez Clean16 notamment, euh, s'adresser à beaucoup de domaines. Néanmoins, en fait, on va devoir vraiment avoir cette analyse un peu plus fine pour savoir
quels sont les tests d'un point de vue sécurité, en général relativement commun, mais avec parfois quelques subtilités. Si je pense à de la thérapie cellulaire, certes, je vais regarder euh, des tests pour rechercher les virus, mais pour autant, je vais avoir des tests notamment spécifiques aux AV ou l'antivirus. Donc, il y aura des adaptations à faire en fonction des thématiques. Les tests que je fais pour la protéine recombinante, là encore, peuvent être différents. Donc, on va dire, les méthodes sont souvent les mêmes. Par contre, c'est les objectifs derrière ces méthodes qui peuvent varier et donner aussi des éléments à la fois de sécurité, mais aussi de caractérisation des produits. Je te remercie. Bah, du coup, Thomas disait que c'était très intéressant, qu'il n'avait pas forcément de questions en particulier, que c'était très clair. Donc, bravo Marc. Euh, euh, on a une question de Didier. Alors, merci, c'est très complet. Je comprends les messages pour les produits pour essais cliniques. Pour des produits biologiques chers, l'augmentation de la durée de stabilité pourrait être utile avec le suivi des lots pharmaceutiques. Mhm. Bah, en fait, alors, je suis tout à fait dans cette orientation. Et d'ailleurs, d'une manière générale, hein, nos industriels pharma vont regarder ce qu'il est possible de faire, donc, mais ce, dès des phases précoces, en fait. Plus on va être capable de faire l'acquisition de data, de données sur la stabilité, y compris sur ce qu'on appelle des lots d'ingénierie, plus en fait on va capitaliser et se dire oui, on peut garder tel produit biologique longtemps. Après, naturellement, il y a aussi la partie formulation hein, qui sera importante pour justement garantir cette stabilité. Euh, les conditions de stockage sont aussi forcément des éléments clés. On essaye, bah, si je prends le cas du vaccin, par exemple, vaccin Covid, c'était aussi une difficulté de devoir stocker à -80 plutôt qu'à un 4 degrés ou à une température ambiante. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en compte et sont à évaluer justement sur la stabilité du produit en tant que tel, sur sa fonctionnalité pour aller beaucoup plus loin, en effet. Très bien. Et est-ce que du coup, on peut avoir des idées un petit peu sur savoir si ces tests sont chers? Est-ce Oui, bah, que c'est toujours le nerf de la guerre. C'est vrai qu'il faut considérer qu'il y aura un budget et il ne sera pas négligeable. Alors, sur l'ampleur d'un projet global, la partie contrôle qualité n'est pas forcément énorme. Après, il va falloir considérer quelles sont les étapes et l'avancée. En fait, plus on avance dans le projet, plus entre guillemets les tests sont chers parce que plus les attentes réglementaires sont élevées. Donc, si je suis sur une phase très précoce, encore au stade, je dirais, un peu R&D, euh, c'est bien de trouver un prestataire qui est capable de fournir des tests que je qualifierais de non BPF, hein, parce que ça va limiter les coûts. Quand je dis, en fait, c'est une notion d'environnement, de traçabilité qui font que, bah, en fait, on va faire bouger un peu les lignes des coûts et donc, en fait, c'est vraiment, là, je reprends un petit peu la philosophie Clean Sales, mais accompagner les projets euh, en mettant les bons tests et en mettant surtout le contexte qualité nécessaire. Si on vient sur des phases très précoces chez moi, clairement, je vais faire des tests non BPF qui permettront de réduire significativement les coûts. Il y aura un coût, il ne faut pas se leurrer, mais pour autant, en fait, on a vraiment ce souhait euh, entre guillemets, de ne pas tuer dans l'œuf le projet par des coûts qui seraient trop élevés. Mais pour autant, de le sécuriser. Donc, c'est ce compromis. Et puis après, c'est une discussion, encore une fois, un plan de contrôle qualité, stratégie du contrôle qualité, ça peut être défini ensemble. C'est une discussion. On va dire, tiens, bah, ça peut être intéressant. Ça, par contre, si vous ne le faites pas, clairement, on va vous tomber dessus. Voilà, ça va être aussi le sujet et c'est vrai qu'on ne conçoit pas finalement notre rôle sans du conseil.
parce que justement, il y a beaucoup de choses, c'est un dédale réglementaire parfois, faut aussi le dire. C'est de l'interprétation parfois. On joue nous-mêmes entre les textes, les mêmes textes, mais en format anglais et en format français, et ça permet parfois de mieux comprendre en fait l'attendu. Il y a des tests ou des textes qui sont plus ouverts que d'autres. Donc, bah voilà, on va essayer de cheminer à trouver le bon compromis qui permette d'avancer tout en sécurisant, en tout cas sur les étapes précoces. Et puis, bah, plus on va avancer, plus, je vous l'ai dit, hein, l'attente de validation est importante. Donc, en fait, il faudra réaliser plus de tests. Donc, ce sera plus onéreux, mais en même temps, on aura établi déjà des preuves de concept. Donc, on pourra aller aussi chercher des financements supplémentaires pour pouvoir pallier à ces coûts plus élevés. Merci Marc. Justement, sur ce sujet-là, on a une nouvelle question au niveau, sur ton expérience, à quel moment du développement d'un projet biotech tu recommandes de justement structurer cette stratégie de contrôle qualité? Et deuxième question, quels sont justement les principaux écueils que tu as pu observer si cette dimension est abordée un peu tard? Bah, en fait, alors, je dirais le plus tôt, c'est toujours le mieux. Et en effet, on va pouvoir placer le curseur un peu où on veut. Donc ça, c'est la première chose. L'écueil principal, en fait, il tient à deux choses. Les quantités de matériel, de matériel qui ont été anticipées pour réaliser les contrôles qualité et le niveau de validation des essais. Si le risque, c'est finalement que au moment où on pensait être prêt à aller chez le patient, prêt pour l'essai clinique, bah, en fait, l'autorité vient de vous dire, bah oui, mais vous n'avez pas ce test en format BPF, en format validé, vous ne l'avez pas anticipé d'un point de vue budget, vous ne l'avez pas anticipé d'un point de vue quantité de matériel non plus. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aime bien être là très précocement et accompagner. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire une usine à gaz, un truc qui tourne pas, mais c'est déjà poser un certain nombre de jalons et donc qui permettront ensuite bah, de passer plus facilement des phases cliniques, des phases réglementaires telles qu'elles sont requises. Et c'était bien entendu le but de ce webinaire aussi. Donc je pense que ça répond à ce type de questions. Alors on a une dernière question. Il nous reste 2 minutes dans le timing. Euh, de Mina qui demande si vous déployez chez CleanSales un accompagnement type ICH Q14 AQBD. Oups. Euh, alors, c'est pas forcément nous qui allons le faire. Nous, en fait, c'est parce que le quality by design est pas forcément si simple. En fait, je dirais que quality by design, quand on est sur quelque chose de très pharmaceutique, euh, avec de la routine, oui, on peut. En fait, on acquiert de la data et on va et sur un autre projet qui aura de grandes similitudes, dire, bah voilà, on peut se limiter à ça ou ça. Autrement, ça me paraît un peu complexe et notamment sur les ATMP, donc les produits de thérapie innovante, c'est un peu plus compliqué. On peut baser, en fait, on est plutôt sur de l'analyse de risque. Et puis après, bah, si on parle de quality by design, on va sans doute être capable de définir des attributs qualité, donc en anglais quality attribute, qui permettent de se dire oui, on est dans les clous par rapport à la qualité intrinsèque de notre produit. Mais là encore, faut de la data parce que ces quality attributes bah, elles vont devenir des spécifications. Et si on se trompe sur la spécification, bah, on jette le produit. Donc c'est parfois très compliqué. Merci Marc. Bon, on a des remarques encore dans les commentaires. Merci à tous hein, pour ces questions. Didier qui dit que c'est très intéressant la stratégie du contrôle qualité d'effectuer d'abord les tests plus légers et au cours du développement vers l'enregistrement des tests validés, et puis post-AMM et connaissance des essais qualité et de la stabilité des risques pour proposer une augmentation de la durée de stabilité pour éviter les ruptures. Donc, effectivement, Mélancolie de CleanSales nous met un petit lien vers
un éditorial hein, sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site de Clean Sales pour avoir un peu plus d'informations sur ces contrôles qualité. On a effectivement aussi, nous, au niveau d'Atlampol Biothérapie, fait un article sur ce sujet avec toi, Marc, dans notre dernière newsletter. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un peu d'informations. Euh, Thomas rajoute que le NGS est un outil analytique de plus en plus utilisé et demande si CleanSales possède ses capacités expertise d'analyse. Euh, Donc peut-être en deux mots, Marc, pour La, clôturer la ce réponse webinaire. est oui, en fait. Alors, clairement, c'est un outil qui s'avère vraiment intéressant. C'est pas un outil absolu, donc il faut aussi être attentif à cela. Hein. Si jamais on vous tient le discours, ça peut remplacer tout. Non, c'est faux. Par contre, c'est vraiment nécessaire. Dans certains cas, en effet, ça pallie à des comment dire, incompatibilités entre les essais classiques et les techniques classiques et l'échantillon, pardon. Non, non, on l'a développé. En premier lieu, parce que c'était important de se familiariser avec cet outil, c'était sur de l'identité, notamment identité, si je parle de vecteurs, de thérapie génique, de virus, établir que bah, le virus est bien celui qu'on cherche, c'est important, donc c'est un bel outil. On est en train de travailler et on devrait être prêt dans les semaines à venir sur cet outil en tant que comment dire, recherche aussi de virus adventices. Mais encore une fois, il y a cette notion de préparation, il y a cette notion de seuil de sensibilité. Côté Clean 16, on considère, et je pense que c'est le cas pour la majorité des gens aussi, que c'est un bon moyen déjà de remplacer la partie test sur cellules, pardon, sur animaux, parce qu'on en a un peu assez de triturer des souris, des souriceaux, des cobayes. Ça va dans le bon sens et en effet, un bel outil en perspective pour tout le monde et pour aller plus vite, pour arrêter, comme je l'ai dit, d'embêter les animaux. Parfait. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation. Merci Marc et tes équipes de Clean Sales pour ce webinaire et très intéressant qui sera disponible en replay sur nos plateformes YouTube. Et puis, on va vous envoyer l'enquête de satisfaction suite à ce webinaire. Merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. À Merci, au bientôt. Au revoir. revoir.